Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes spécialiste de la littérature, mais on a vous invité dans le cadre d'un projet de philosophie. Alors, selon vous, quel est le lien entre la philosophie et la littérature, ou aussi philosophie et poésie? Que peut apporter la littérature à la philosophie? Merci Monica pour ta question et pour l'invitation à participer dans cette série de conférences sur la philosophie en langues africaines. Alors, c'est vrai, moi je ne suis pas philosophe, mais j'aime beaucoup la philosophie. Je m'intéresse à un auteur qui s'appelle Alexis Kagame, un grand auteur qui a écrit en plusieurs langues. Et donc, si je veux bien saisir sa pensée, il faut que je m'intéresse à la philosophie. Je suis de parcours, j'ai fait de la littérature. Et j'ai l'impression que ces deux domaines, la littérature et la philosophie, ne sont pas enfermés dans des cases qui ne se visitent pas. J'ai l'impression qu'ils se croisent à partir d'un objet qui est notre vie, qui est notre présence au monde. Et la philosophie pense le monde à partir de là, et la littérature aussi. Et je pense que la littérature a plus de liberté de fantaisie, de mettre la fiction, d'élargir le récit dans sa narrative, et donc elle donne à réfléchir à la philosophie. Elle ne se produit pas juste pour faire réfléchir à la philosophie ou pour discuter avec la philosophie seulement, mais elle se produit parce qu'elle s'intéresse à notre présence au monde, à notre rapport à nous, à la vie, à l'autre. Donc, la littérature nourrit aussi d'autres domaines, comme l'histoire. Dans le cas du Rwanda, c'est la littérature orale, en particulier la poésie, à partir de laquelle Alexis Kagame a su reconstituer toute l'histoire du Rwanda. Celle que nous avons aujourd'hui a été revue par des historiens, bien sûr, mais elle a apporté d'une manière incroyable à l'histoire du Rwanda. Donc le lien entre la littérature, la poésie et d'autres domaines comme la philosophie est évident. C'est comme, j'ai l'impression que c'est des domaines qui se visitent, qui se croisent et qui se nourrissent. Merci pour cette réponse qui était très philosophique. Donc, vous avez déjà mentionné Alexis Kagame. Et il a une place centrale dans votre travail. Quand et comment avez-vous vous intéressé à ce penseur? Alors, je pense que tous les Rwandais connaissent le nom d'Alexis Kagame. Et moi, ma première rencontre est là. Elle est informelle. Dans les discussions, j'entendais parler d'un prêtre. Je pense que j'avais encore 6, 7 ans quand il est décédé. Et j'ai entendu mon père dire « Ah, le grand prêtre Alexis Kagame est décédé ». Je pense que nous avons eu même une journée de congé parce que le grand penseur rwandais était décédé. Mais toutefois, je ne pense pas que ça me vient de là. J'ai commencé vraiment à travailler sur Alexis Kagame alors que j'étais enseignante à l'université, à Kigali Institute of Education. J'enseignais la littérature en langues africaines. Et c'était dans les années 2003, 2004.
je cherchais des textes. J'avais d'abord des étudiants qui... la jeunesse de l'après-génocide était une jeunesse qui était formée par des gens qui avaient quitté le Rwanda, dont les parents avaient quitté le Rwanda dans les années 1960. Et donc, c'était une jeunesse qui avait grandi dans la diaspora et qui rentrait pour continuer leur vie après le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il y avait un auteur central qui parlait à tout le monde. Ils ne connaissaient pas les œuvres d'Alexis Kagame. Ils avaient déjà entendu parler de son nom, de par leurs parents, je pense. Et il me fallait un texte un auteur qui pouvait parler aux étudiants qui avaient grandi au Rwanda, mais aussi ceux qui rentraient de la diaspora, qui avaient grandi à l'extérieur du Rwanda. Et puis, je voulais des textes qui peuvent être des textes classiques, des textes des années 70, 80, et puis les textes les plus récents. Donc, je parlais d'Alexis Kagame, je parlais de Rugamba et je parlais de Gassimba François Xavier aussi. Et je suis allée à la recherche des textes pour enseigner Alexis Kagame. En particulier Ndyohesha Shabirayi. Je ne trouvais pas les textes. Et c'est ça le challenge, c'est le premier point qui a fait que je m'intéresse à Alexis Kagame. C'est vraiment le manque de textes parce que ces œuvres existent, mais n'ont pas été rééditées. Il faut un travail de réédition pour que les étudiants ou pour les chercheurs ou les journalistes ou d'autres personnes puissent accéder facilement aux textes. Donc, il fallait que je fasse des copies que je distribuais à mes étudiants. C'est ce manque de réédition qui m'a fait penser d'abord à Alexis Kagame. Le deuxième point, c'est ma rencontre avec Alain Ricard. Le professeur Alain Ricard, qui a dirigé ma thèse, est venu faire une conférence au Rwanda et il voulait parler d'Alexis Kagame. Et il cherchait les textes également, qu'on trouvait et qu'on ne trouvait pas. Et les questions qu'il posait, je me rendais compte que je n'arrivais pas à les répondre par rapport à la pensée d'Alexis Kagame. C'est vraiment cette rencontre qui a fait germer quelque chose que je pense est en train de grandir sur Alexis Kagame. J'ai commencé à travailler sur lui à partir de ce deuxième point que je mentionne. Mais le troisième, c'est vraiment la situation de connaissance et de méconnaissance autour de l'auteur, Alexis Kagame. À l'étranger, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus connu qu'au Rwanda. Ça veut dire que je parle de son travail, d'entrer dans la profondeur de sa pensée. Quand on demande à quiconque qui connaît la littérature en Kinyarwanda ou qui s'intéresse aux travaux scientifiques sur le Rwanda, tout le monde cite Kagame. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'il a fait, par exemple mes étudiants, ils n'arrivaient pas vraiment à me dire qu'est-ce qu'ils connaissent de lui, sinon de dire « Ah, il a fait l'histoire, il a fait... » Mais qu'est-ce qu'il a fait en histoire concrètement? Je me rendais compte qu'il ne connaissait pas forcément ce qu'il a écrit. Pourtant, il dit lui-même, je cite, il dit que j'ai passé le plus gros de mon temps à écrire en Kinyarwanda pour les Rwandais. Pas pour revendiquer quoi que ce soit, mais pour les Rwandais. Et il a écrit effectivement depuis des années 1947. Il écrivait déjà en Kinyarwanda. Il a écrit Nganji Karinga d'abord, et puis il a écrit de la poésie. Et les poèmes qui sont connus, ce sont des poèmes qui ont été publiés. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il existe des poèmes qui ne sont pas publiés. Il y a un texte qui s'appelle Umuririmbi wa Nyiribiremwa, qu'il a lui-même traduit en français, le chantre du maître de la création.
Et ce texte, à lui seul, contient 150 poèmes qui racontent l'histoire de l'humanité. Et donc, je pense que j'ai commencé à travailler sur lui dans ces conditions de connaissance et de méconnaissance. Et je continue de me passionner de cet auteur que j'espère continuer à découvrir. Et je pense que je n'ai pas encore fini. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Oui. Et pendant votre séjour ici, en fait, il y avait aussi un petit découvert parce qu'ensemble avec un collègue, Gyan Parakash de l'Indie, on a commencé en fait de parler d'un fait commun entre l'Inde et le Rwanda. C'est la sacralisation ou l'importance de la vache. Donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer le rôle de la vache au Rwanda? Oui, c'est une question intéressante entre l'Inde et le Rwanda, la vache, ce lien. C'est un animal finalement qui lie les continents, au-delà de lier le non-humain dans la pensée rwandaise. La vache est le lion, l'humain et le non-humain. Dans un récit mythique de Ibimanuka, ceux qui sont descendus de quelque part du ciel, qui sont tombés au Rwanda et qui ont formé le royaume du Rwanda, on dit que la vache était déjà là, parce qu'il s'agit d'une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'arrivait pas à en avoir, et qui aurait demandé à Dieu de lui donner une descendance. Et Dieu lui a donné un conseil de mettre un cœur de taureau dans un pot à lait et d'arroser pendant 9 mois ce cœur de taureau, et qu'au bout de 9 mois, il aura un bébé. C'est ce premier bébé qui finalement est tombé du ciel, Ibimanuka, ceux qui sont descendus du ciel, pour venir s'installer au Rwanda. Donc on voit que la vache, dans la pensée rwandaise, elle est vraiment comme chez les Indiens. Je ne sais pas par contre la pensée indienne, mais chez les Rwandais, c'était un animal liant entre le non-humain, l'humain. C'est un animal qui materne l'humanité. Et c'est vrai que dans son usage au Rwanda, la vache, elle donne le lait. Si une femme n'a pas réussi à avoir n'a pas la chance de pouvoir allaiter son bébé, eh bien, elle peut utiliser le lait de la vache. Donc, je pense que la vache, elle a ce grand rôle. Alors, je peux parler de son usage aujourd'hui, mais bien avant, au-delà d'être une vache, d'avoir ce lien qui est l'origine même de l'humain finalement, qui materne l'humain, la vache est le seul animal qui, au niveau politique, a été porté par une pensée poétique pour penser le pouvoir, le rapport d'un royaume par rapport à l'autre. Et à travers elle, on a pensé par exemple la guerre. C'est un animal à partir de qui on peut créer. C'est un animal qui donne la création, qui est à l'origine d'une création humaine, mais aussi de la pensée, de l'imaginaire. Et donc on peut imaginer les stratégies de guerre par la vache. Et c'est la vache qui est paisible et à partir de qui on va faire tout un discours. On répartit les vaches dans 2 camps et on imagine un discours de combat entre ces vaches. Et elle génère donc un discours littéraire très 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 riche au Rwanda. Mais au-delà de ça, c'est un animal qui, aujourd'hui par exemple, qui était un animal qui socialise, qui joue un grand rôle dans la socialisation et dans le système économique d'ailleurs, parce qu'il y a un programme qui s'appelle Girinka.
Djirinka et la vache. Je traduirai comme ça. C'est un programme piloté par la première dame et elle est du Rwanda. Elle donne des vaches à des familles pauvres ou qui ont des besoins. Et cette vache permet aux enfants tout autour de la famille qui a reçu la vache, ou la famille même, à pouvoir avoir le lait, ou à pouvoir faire du beurre. Je ne sais pas si on fait encore du beurre, mais la vache, elle est vraiment dans son rôle de socialisation, dans ce sens. Et puis, elle génère une économie, dans le sens économique, parce qu'elle est à la base d'un tourisme. Dans les années 59, il y avait la vache qu'on appelle Inyambo. C'est la vache royale, avec des longues cornes. Et puis il y a une Huku, une vache ordinaire. Et c'est cette vache, cette première vache royale, on ne la voyait plus depuis certaines années. Moi, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas vue, je l'ai vue dernièrement. Et alors, c'est des belles vaches qui sont dans une localité qu'on appelle Nyanza. Et quand il y a les touristes qui arrivent, ils s'impressionnent de leurs cornes, de leur beauté, de la poésie, de tout ce qu'elle peut générer. Donc on voit que la vache est toujours dans l'actualité du Rwanda. Mais si je reviens un tout petit peu dans la tradition, la vache, elle est à la naissance de la vie, mais elle accompagne aussi la vie. Ces produits accompagnent la vie que nous avons. Nous avons besoin de boire, de manger, de nous enduire, de nous soigner. Mais je me souviens qu'il y avait une vache, un taureau qu'on appelait Lusanga, quand il y avait le décès d'un roi. Et dans sa vie autre qui s'ouvrait à lui, une vivre autrement, une vie qu'on vit autrement, il était accompagné par... Et on tuait la vache, qui s'appelait ce taureau Lusangwa, pour l'accompagner dans la continuité de la vie. Donc, la vache transcende dans la pensée rwandaise tous ces aspects-là. Mm-hmm. Donc, la vache est très importante pour la culture rwandaise, mais aussi pour la société. Ma dernière question est en lien avec une œuvre que vous avez éditée avec Albert Kasanda et Alena Retova. Cette œuvre est intitulée Theorizing Violence, African Philosophies of War. Donc, pour l'élite intellectuelle africaine, le génocide au Rwanda était une rupture, non? Donc, je me suis demandé, est-ce que vous voyez le génocide rwandais comme une condition de la philosophie africaine contemporaine? Absolument, oui. Absolument, oui. Le livre que vous venez de mentionner est à paraître. Il n'est pas encore sorti, mais il va apparaître prochainement. Oui, absolument, oui. Je pense que c'est Patrice Nganga qui a théorisé, qui a dit ce mot, qu'il faut repenser depuis le génocide des Tutsis du Rwanda, il faut vraiment repenser l'humanité. Et je pense qu'il a totalement raison. J'étais au Rwanda quand le génocide des Tutsis a commencé. Alors, une journée ordinaire, le soleil se lève, on va qu'à sur ses activités. Le soir, on se couche. Mais l'ombre reste, l'ombre de la nuit. La nuit refuse de partir. Et c'est vraiment ça le génocide. C'est un moment où tout a perdu son sens. Donc il y avait l'avant et l'après. C'est-à-dire que la nuit arrive, on se réveille, mais on est dans une nuit qui se prolonge. Et le soleil refuse de venir. Il y a je ne sais pas si on peut appeler ça un proverbe, mais une expression.
rwandaise qui dit que Dieu passe la journée ailleurs, mais il finit par rentrer dans son domicile, le Rwanda. Il passe la journée ailleurs, mais pour passer la nuit, il rentre chez lui au Rwanda. Et cette nuit-là, on a entendu que le soleil se lève. Le soleil ne s'est pas levé, c'est-à-dire que la vie n'a pas repris. Elle a duré 3 mois, cette nuit. Et c'est une nuit où tout bascule. Donc, il y a un début qui est l'entrée de la nuit et le soleil, c'est la fin du génocide. Et, dans la conversation ordinaire des gens, on entend dire, avant le génocide, ça se passait comme ça. Après le génocide, ah oui, ça c'était avant le génocide. Donc, il marque vraiment le temps, le génocide. Il y a l'avant et il y a l'après. Il y a vraiment la tombée dans la mort et il y a l'après où on doit penser à comment revivre. Comment revivre autrement? Parce qu'il faut une certaine résilience pour ne pas rester dans la nuit de la mort, qui est le génocide. Je pense qu'il a totalement raison, parce que l'homme avait perdu tout ce qui fait que tout ce qui fait de lui l'humain. On a parlé la dernière fois du mot Ubuntu. Et donc l'humain s'est vidé de lui-même, il s'est vidé de tout ce qui peut le qualifier en tant qu'humain pour devenir vraiment le non-humain, capable d'agir dans cette nuit qui est le génocide. Et donc dès l'instant que l'humain va retrouver son humanité, eh bien il faut repenser à partir de ce moment. Il faut repenser autrement, il faut repenser en apprenant de ce qui s'est passé, en soignant, avec une certaine résilience pour ne pas rester dans la nuit, accepter que le cycle de vie revienne, qui est la nuit, mais aussi il y a le jour. Il faut accepter que le jour vienne, il faut accepter qu'on soit éclairé par la lumière. Donc, pour moi, penser le génocide, c'est vrai, ça marque un moment d'avant et il y a un moment d'après. Et pour être concret, une personne qui va se coucher le soir avec ses enfants, avec ses domestiques, avec ses voisins, avoir vu ses voisins, et qui se réveille le lendemain avec les voisins armés de machettes, avec des fusils, ce n'est plus le voisin. Quand on s'est couché, c'était le voisin. Mais le lendemain, il a changé d'identité parce qu'il ne vient plus pour dire bonjour. Est-ce que la nuit s'est passée? Parce que d'ailleurs, l'expression c'est waramutse. Tu as passé la nuit, tu es encore vivant. Et il n'est pas venu pour dire bonjour. Est-ce que tu as passé la nuit? Non, il est revenu avec la machette. Et ça, c'est la nuit qui continue. Ça veut dire que la nuit n'est pas terminée. Il faut attendre le jour où quelqu'un va pouvoir venir dire, eh bien, est-ce que ça va? Vous avez passé la nuit? Est-ce que vous allez bien? Sinon, dès l'instant que la nuit passe, que le lendemain, on a le voisin qui est armé de machettes et qui élimine quasiment toute la famille, et que peut-être un survivant parvient à raconter ce qui est arrivé. Je pense que pour le survivant, il y a l'avant, avec sa famille, avec le voisin qui lui dit « passe une bonne nuit », et il y a l'après, où il n'a plus de famille, et où le voisin est revenu qui était venu avec la machette, au lieu de dire bonjour, n'est plus celui-là. Que ce voisin accepte de dire bonjour, mais pas avec la machette.
Oui, il faut penser l'avant et l'après. Et c'est ce qui ponctue les conversations spontanées en Kinyarwanda. Il y a toujours avant le génocide des Tutsis et il y a l'après le génocide des Tutsis. Merci beaucoup pour avoir abordé ce sujet très difficile. Merci pour cette conversation. Je t'en prie. C'est moi qui vous remercie.